Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue pour ce nouveau numéro de Fou de Sport. En ce mois de janvier, nous sommes au cœur des rigueurs de l'hiver et je vous invite à vous réchauffer auprès des hommes venus du froid, les Corsaires de Nantes. Après 20 matchs de championnat, l'heure est au bilan. En ce début d'année 2016, les hockeyeurs nantais sont toujours en course pour une qualification en play-off, le tournoi final de cette Division 1. Les Corsaires sont-ils bien embarqués? Peuvent-ils rivaliser avec les gros calibres du championnat? Nous analyserons tout ça dans quelques instants. Et puis nous nous attarderons également sur la jeunesse de cette équipe de Nantes avec un recrutement qui s'appuie sur de jeunes espoirs venus de France et du Québec. Le NAG a l'une des moyennes d'âge les plus basses de D1. Et puis à la fin de cette émission, nous parlerons de la quête du Graal du hockey français, la Ligue Magnus. Est-elle envisageable à court, moyen, long terme à Nantes? Nous poserons toutes ces questions à nos invités sur ce plateau. Nous accueillons tout d'abord l'amiral Claude Devez, le commandant de bord de ces Corsaires de Nantes, ancien joueur et actuel entraîneur du club. Bonjour Claude. Bonjour. Et puis dans cette émission également, la parole sera à la défense aux costauds de l'équipe. De nouveaux venus cette saison dans l'effectif des Corsaires, Hugo Laporte et Étienne Chiappino. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Mais avant toute chose, on va commencer avec vos coups de cœur, coups de gueule. C'est parti. Alors messieurs, coup de cœur ou coup de gueule, on commence avec vous Claude. Coup de gueule. Donc, au milieu du mois de novembre, on devait avoir une réunion avec tous les entraîneurs de première division de Ligue Magnus avec la direction de l'arbitrage. Pour une mise au point. Pour une mise au point, pour échanger. Et puis, cette réunion-là, elle est annulée. Donc, je trouve ça dommage. Parce que je pense qu'on a besoin de ce type de réunion-là. On a besoin en fait d'échanger. Tous les entraîneurs de D1 de Magnus utilisent la vidéo, donc je pense qu'on avait certaines peut-être petites séquences à montrer, je pense qui auraient été intéressantes. C'est simplement un échange, ce n'est pas du tout une critique, c'est juste un échange qui est pour améliorer, parce que la Magnus, le niveau augmente, la D1 aussi, donc il faut que tout le monde se regroupe, que tout le monde se regroupe pour être ensemble. Et c'est peut-être que partie remise, on verra ça. On espère. Étienne Chiappino, coup de cœur ou coup de gueule? Moi, c'est un coup de gueule, donc par rapport à une toute récente modification du règlement en Ligue Magnus, faite par la Fédé, qui autorise donc un joker médical, mais qui n'est plus obligatoirement français, mais maintenant possibilité d'être étranger. C'est-à-dire qu'avant, un club qui avait un gros pépin physique, qui perdait un joueur hors période de transfert, sur le long terme, pouvait recruter, c'est ça? Voilà. Si le gardien était disqualifié jusqu'à la fin de la saison pour blessure, avait le droit de recruter un nouveau gardien. Mais France formé en France. Aujourd'hui, ils leur ont donné le droit de recruter un étranger. Il y a un club en particulier, c'est ça qui... Grenoble aujourd'hui, ça arrive à Grenoble et donc aujourd'hui, ils ont le droit de recruter un gardien étranger. D'accord, il faut que ça soit juste pour tout le monde. Exact. Hugo Laporte, coup de cœur ou coup de gueule? Coup de cœur. En fait, vous l'avez mentionné, moi, c'est l'arrivée des playoffs. En fait, en tant que Canadien, ça a été un ajustement de jouer un match par semaine. Puis là, avec l'arrivée des playoffs, qu'on risque de jouer 2 à 3 matchs dans la même semaine, eh bien, ça va être un retour aux bases. Puis je pense que c'est le hockey le plus le fun à jouer pour n'importe quel joueur. Puis moi, je suis très excité face à la venue des séries éliminatoires. Ouais, le rythme va s'accélérer avec ce tournoi final de la Division 1. Alors avant de faire le bilan de ce début d'année 2016, je vous propose de revoir les images de votre dernier match. C'était ce week-end face au Drakkar de Caen, une équipe qui vous avait mis en grande difficulté au match aller avec une défaite 6-2 de votre équipe. Claude, cette fois, le match a été bien plus accroché sur votre patinoire du Petit Port. Vous ouvrez le score, puis les Drakkar égalisent. Vous reprenez ensuite l'avantage grâce à Édouard Dufournet en supériorité numérique. Tommy Fiorentino fait même le break, mais le troisième tiers va être très compliqué pour vous avec 3 buts encaissés de rang. Comment est-ce que vous expliquez ce temps faible de votre équipe, Claude? Ce temps faible, je pense qu'on on avait à cœur ce match. On avait à cœur surtout de bien mettre en place notre jeu. C'est vrai qu'au match aller, c'était un peu... on avait une petite revanche à prendre. Bien sûr, Caen, c'est une très, très grosse équipe, très, très grosse organisation aussi. Hein. Ils descendent de Magnus, c'est pas pour rien. Donc voilà, après, durant un match, chaque équipe a ses temps forts et ses temps faibles. C'est sûr que nous, on l'a pris, on l'a même payé, mais on a quand même aussi, on a quand même égalisé à la fin de match. Donc je pense qu'on a vu une équipe de Nantes très solidaire et surtout aussi très motivée pour aller chercher
ce très, très gros point. Car après avoir mené, vous avez été rejoint 3-3, puis 3-4 pour les Normands, jusqu'au coup de canon de votre capitaine, Alexandre Demers, qui égalise à 12 secondes du terme. Puis direction les tirs au but, après les prolongations, une séance qui ne va pas vous sourire. Étienne Chiappino, en tant que défenseur, comment vous vivez ces tirs au but? C'est cruel comme déroulement finalement. Ouais, c'est cruel parce qu'on est sur le banc, on ne contrôle plus rien et on a la pression, quoi, une très grosse pression parce qu'on a fait 70 minutes du coup et on n'a plus rien en main et c'est frustrant des fois. Et là, sur ce match-là, ça a tourné en faveur de Caen. Comment est-ce qu'on choisit les joueurs qui tirent d'ailleurs? C'est le volontariat, Hugo Laporte? C'est le coach habituellement. Il consulte soit l'assistant ou il peut même demander à des joueurs, savoir le pouls un petit peu des joueurs qui sont chauds. Puis c'est une décision qui relève habituellement de l'équipe d'entraîneurs. Alors c'est finalement donc Caen qui arrache la victoire au bout du suspense. Score final 5-4. Alors vous ne repartez pas bredouille de cette rencontre puisque, on le rappelle, une victoire après prolongation, c'est 2 points au lieu de 3 et surtout une défaite en prolongation rapporte tout de même 1 point. Idem pour les matchs perdus après les tirs au but, ce qui est votre cas pour ce week-end. Vous avez donc évité le 0 pointé ce samedi. Après cette rencontre, je vous propose de jeter un œil au bilan des Corsaires après 20 matchs disputés en cette saison 2015-2016. Les chiffres sont plutôt positifs pour vous avec 9 victoires, plus 2 victoires après prolongation et puis 6 défaites et 3 défaites en prolongation, dont celle face à Caen. Et l'on va voir ce que ça donne au classement. Vous êtes toujours dans les clous pour une qualification en play-off. À 6 journées de la fin de la saison régulière, vous occupez la 7e place du classement avec 7 points d'avance sur les Dracards de Caen, 8e et dernier qualifiable pour les play-offs. Est-ce que samedi, vous avez manqué l'opportunité d'assurer quasiment une place en play-off d'après vous, Claude? Non, parce qu'à 6 matchs, à 3 points, donc il y a encore du temps, il y a encore beaucoup de points à prendre. C'est sûr que par rapport à la physionomie, on peut regretter en fait ces 3 points-là, mais c'est plus dans la globalité, dans le contenu, en fait, dans la performance qu'on a donnée, pour moi, qui me rassure pour le reste de la saison, justement. Parce qu'on a eu peut-être, si je prends le match de Courbevoie, que oui, on a gagné peut-être 6-2, mais qui n'était pas du tout accompli, si on peut dire. Là, non, là, on a fait un match plein. Et après, on parlait aussi des pénaltys, c'est la roulette russe. Donc voilà, non, très satisfait pour le moment. Et rien n'est joué pour les playoffs encore. Donc, un match plein. Qu'est-ce que vous retenez, Étienne Chiappino, de cette rencontre, de ce match? Une grosse progression de l'équipe par rapport au début de saison. Et là, sur tous les domaines, on commence à être bien présent, à savoir ce qu'on fait. Donc ça annonce de bonnes choses, je pense, pour la suite. Et on va être prêt, je pense, pour les playoffs. Alors on a vu il y a quelques instants le bilan après 20 matchs, 11 victoires. Ce bilan, il est satisfaisant ou pas, selon vous, Hugo Laporte? Je crois qu'il est satisfaisant, mais on en veut toujours plus. Puis je crois qu'ici et là, on a eu des hauts et des bas dans la saison. Puis il y a des points qu'on aurait pu aller chercher de plus. Donc c'est pas désatisfaisant, mais je crois qu'on aurait pu encore être en meilleure position à ce moment-ci. Cette 7e place, elle est logique, selon vous, Claude Devez? pour l'instant, oui. Mais pour l'instant, on est là où on devrait être. Parce qu'en fait, comme vient de le mentionner Étienne, l'équipe progresse depuis le mois d'août puis maintenant, et c'est ce qu'on voulait. Donc maintenant, aujourd'hui, on n'est pas loin d'être vraiment... L'équipe, pour moi, commence vraiment à être très, très mûre. Est-ce qu'il y a des regrets, finalement, quand on regarde ces 20 premiers matchs de la saison, notamment sur ce match contre Caen, à perdre après prolongation et après les tirs au but, c'est difficile à encaisser. Est-ce qu'il y a des regrets quand on regarde ce qui s'est passé depuis le début de la saison? Non, parce que je pense que c'est un passage obligé, justement, de perdre peut-être certains matchs où on devait peut-être même gagner. Et après, c'est beaucoup plus facile après pour bondir. Il faut savoir qu'on n'a jamais, je pense, perdu 2 matchs de suite. Voilà, si ma mémoire est bonne. Donc, on a toujours enchaîné peut-être une mauvaise performance, mais après, l'équipe, elle a su vraiment rebondir. Voilà. Et c'est ce qu'on cherche. Et c'est ce qu'on cherchait avant les faits, c'est-à-dire avoir beaucoup plus de constance. Et maintenant, là, la constance, on l'a dans l'attitude et dans notre jeu. Vous êtes d'accord, Étienne? Une montée en puissance, finalement, de l'équipe depuis le début de la saison? Oui, je suis totalement d'accord. On n'a pas le choix que de passer par des échecs pour avoir de bonnes victoires et des victoires concrètes. Et donc, c'est ce qui nous arrive. Et vous, Hugo, quel regard vous portez sur ce début de saison? Moi, je suis d'accord aussi. Je pense qu'une équipe a grandi à travers les victoires, mais aussi à travers les défaites. C'est important. Si tu gagnes toute l'année, puis tu fais face à un échec en fin de saison, mais ça peut être difficile parce que tu te retrouves à une situation que tu n'as jamais vécue auparavant. Donc,
je pense que de ce côté-là, c'était important. Comme Claude l'a dit, c'est un passage obligé. On a grandi en tant qu'équipe. On est une équipe jeune. Donc, c'est du millage qu'on accumule. Puis en bout de ligne, je pense qu'on va arriver en fin de saison, on va juste être plus prêt, on va savoir à quoi s'attendre. On va être capable de, comme on dit, de dealer avec la défaite. Donc, parce qu'en play-off, on ne se cachera pas que c'est pas le score sur le tableau, que tu gagnes 10-1 ou 2-1, ça veut rien dire. Il faut que tu restes constant. Puis, si tu as perdu, bien, l'important, c'est de revenir le lendemain puis d'être prêt, peu importe ce qui s'est passé la veille. Donc, je pense que oui, c'était une excellente préparation. D'autant plus que ce début de saison, enfin cette grande partie de saison, ces 20 premiers matchs ont été marqués par des coups d'éclat aussi. Il y a eu de gros résultats. Vous avez battu Anglet, le leader, à domicile 5-3 en novembre dernier. Est-ce que les Corsaires sont capables de battre n'importe qui finalement dans cette division 1 d'après vous, Claude? Bon, on le sait. Ça, nous, on le sait. Et c'est pour ça qu'on doit passer par différentes étapes. On est une équipe qui justement est très homogène. Donc, s'il nous manque un ou deux joueurs, c'est là où on est un petit peu vulnérable, quoi. Donc, pour moi, aujourd'hui, quand les 22 joueurs sont là, bien présents, oui, on peut battre tout le monde. Et la preuve, on l'a fait. Et justement, quand on peut battre le leader, qu'on perd à domicile après prolongation face à une équipe contre Caen, qui est un adversaire direct au classement, est-ce qu'on se dit que parfois on n'a pas un peu loupé le coche au fil de cette saison, selon vous, Étienne? Non. Je crois que ça revient un peu à ce qu'on disait tout à l'heure, quoi. C'est que c'est des étapes qu'on est obligé de franchir et qui nous apprennent comment se comporter pour la suite et tenir tout un match. Donc là, par exemple, on voit des images du match de Cholet. C'était à domicile, une lourde défaite. En plus, dans le derby, ça devient des matchs très chauds contre Cholet. Comment vous l'avez vécu, ce match-là, Hugo, de votre côté? Vous avez découvert peut-être une autre ambiance aussi des derbys de la Loire? Oui, ben en fait, j'ai su qu'est-ce qui était vraiment un derby. C'était un de mes premiers, je pense, la première défaite contre Cholet. Puis je dois dire que c'était assez frustrant, même si c'était la première fois... quand tu sais qu'il y a un gros enjeu, puis que tu vois les partisans qui sont derrière toi, mais ça ne te tente pas de les décevoir. Puis non, je l'ai mal vécu, pour être honnête. Et je vous propose à présent de jeter un œil aux statistiques concernant les rendements offensifs et défensifs des Corsaires. Votre équipe est la 6e attaque de D1 avec 78 buts marqués. À noter que vous avez un match en retard sur la plupart des meilleures équipes de D1. Et puis la stat qui vous concerne tout particulièrement, Hugo et Étienne, c'est le classement des défenses. Vous êtes actuellement la 8e équipe dans ce secteur. Hugo, comment est-ce que vous jugez vos prestations collectives depuis le début de la saison dans ce secteur défensif? Moi, je pense qu'on a une très bonne défensive. Je ne peux pas expliquer le fait qu'on soit 8e. Au contraire, moi, je pense qu'on a une très, très bonne défensive, jeune, mais à la fois très constante. Puis, non, moi, j'ai totalement confiance en notre bloc défensif. Je pense qu'on est une des rares équipes qui peut se fier sur trois duos très, très solides, peu importe la situation. Vous êtes d'accord avec ça, Étienne? Oui, je suis d'accord. Je pense aussi sur ces 75 buts, il y a aussi pas mal de buts qu'on a dû encaisser en infériorité numérique. Donc ils sont aussi à prendre en compte. Donc on peut dire que les Corsaires ont une des bonnes défenses de Division 1, malgré ce classement qui n'est pas très flatteur, finalement 8e. Vous comptez sur votre défense de toute façon, Claude? Oui, sur notre défense, mais je pense que c'est surtout le système aussi défensif. C'est pas juste les défenseurs, c'est l'implication des attaquants aussi. Donc voilà, oui, aujourd'hui, on a une équipe qui pour moi est très homogène. Voilà, non, aujourd'hui, on est... Ça peut paraître un peu 8e, ça peut paraître un peu loin, mais ça ne reflète pas du tout notre niveau dans le secteur défensif. Et à noter, depuis le début de la saison, 2 blanchissages, donc 2 matchs sans encaisser le moindre but. C'était 2 fois à l'extérieur, à Dunkerque et à Tours. Et puis pour maintenir Anglet, le leader et meilleure attaque de D1, à 3 buts, alors qu'elle tourne à 5 buts de moyenne depuis le début de la saison. Quel ingrédient il faut mettre pour les museler, finalement, ces attaquants d'Anglet? C'est surtout que quand on n'a pas le palais, je pense qu'il faut bien gérer notre situation sans palais. Ensuite, bien gérer toutes nos transitions et tout ça. Mais pour moi, c'est notre jeu sans palais qui est le plus important quand ces équipes-là qui ont une force offensive assez incroyable. Ouais.
qui dit jeu sans palais dit aussi impact physique. Ça fait partie du boulot de défenseur. C'est aussi un terme qui caractérise votre équipe, l'impact. On va voir les chiffres de la discipline en D1 et on remarque que vous êtes la deuxième équipe la plus sanctionnée avec 530 minutes de pénalité. Et le joueur le plus sanctionné de D1, c'est votre collègue de la défense, Gabriel O'Connor, avec 99 minutes de prison depuis le début de la saison. Alors on le sait, le hockey, c'est un joueur tout en vitesse, tout en intensité. C'est un sport rugueux, hein, on peut le dire. Mais est-ce que c'est tout de même une marque de fabrique nantaise, cette intensité dans le jeu, selon vous, Hugo? Moi, je crois que oui. Peut-être pas nécessairement au niveau des minutes de punition, mais oui, je pense que l'aspect physique est très important dans notre jeu. Justement, ça met l'autre équipe un peu à carreau. Ça nous permet d'implanter notre style de jeu. Puis moi, je suis défenseur, donc moi, quand je me fais frapper, mais c'est sûr qu'après ça, le chiffre, la situation d'après, mais tu l'as en tête. T'sais. C'est pas quelque chose que, même si on aime jouer au hockey, te faire frapper, c'est pas toujours plaisant. Donc, le plus tu réussis à t'imposer physiquement, mais tu gagnes tes batailles. Puis à partir de là, tu as le palais. Donc, c'est plus facile d'établir ton jeu, de sortir de ta zone, puis d'établir ton jeu offensif. Pour vous aussi, Étienne, il faut rendre les coups d'une certaine façon, hein, mettons des guillemets. Oui, il faut rendre les coups, puis ça met une certaine intensité dans le match, le fait d'aller frapper l'adversaire, on impose notre rythme, donc c'est assez important comme caractère dans le jeu. Ouais. Claude Devez, est-ce que c'est une tactique, enfin un discours que vous tenez peut-être aussi à vos joueurs, de mettre de cette intensité-là dans les matchs? Il y a l'intensité physique, mais pas juste au point de vue mise en échec, dans l'intensité au point de vue patinage. Je pense que l'intensité doit être présente dans chaque apparition sur la glace. C'est pas juste l'intensité. L'intensité doit être présente pendant 60 minutes. Oui, l'équipe a été construite aussi pour ça. Donc, quand on parle d'équipe homogène, donc tous les joueurs doivent jouer intense. Donc Hugo Laporte, je me tourne vers vous, puisque depuis le début de la saison, vous avez passé un peu plus d'une heure sur les bancs de prison en D1. Comment vous le vivez, ça? Surtout que ça peut être très mauvais pour une équipe de se retrouver en infériorité numérique. Les power plays sont très importants dans le hockey. Comment est-ce que vous le vivez, ça? Vous essayez de jauger cette bonne agressivité? Effectivement, oui. Puis c'est une adaptation face à un style de jeu qui est différent ici en France. J'ai joué CIS, donc universitaire, et puis il y a beaucoup plus de laisser-aller. C'est très physique. Habituellement, c'est des joueurs qui ont décidé de se tourner vers les études, un peu moins d'habileté avec la rondelle. Donc, c'est des joueurs plus physiques. Ça frappe beaucoup, très dur. Donc, je suis habitué, même si moi-même, je ne suis pas le joueur le plus physique, je suis habitué à un style de jeu qui est beaucoup plus axé sur les mises en échec. Puis ici, c'est un petit peu moins le cas. Donc, des fois, c'est un ajustement, du sens que les arbitres ne sont pas nécessairement habitués à ça, donc ils voient une grosse mise en échec, puis ils ont tendance à donner une pénalité qui passerait au Canada. Donc, mais c'est sûr que moi, je ne suis pas content quand je me retrouve en prison. Je nuis à mon équipe, donc c'est sûr que c'est pas un moment de réjouissance. Comment on gère ça d'ailleurs, cette agressivité aussi sur le terrain, où est-ce qu'on place le curseur entre l'engagement et parfois les gestes un peu limites selon vous, Étienne? Moi, j'essaie. On sait les gestes qu'il faut pas reproduire. Donc déjà les jeux de cross, les fautes de cross, c'est les premières fautes à éviter, quoi. Si on s'investit plus, si on met le coup de patin en plus, ce sera une pénalité qu'on évitera. Donc ça veut dire des cinglages, voilà, des cinglages, des accrochés, des fers trébucher, tout ça, c'est des choses qu'il faut absolument éviter. Et ensuite, il y a d'autres fautes, il y a certaines charges, ça reste, comme disait Hugo, en France, ça reste à l'appréciation de l'arbitre. Et des fois, on peut juger que c'était pas forcément une faute. Il y a une période d'adaptation forcément qui est difficile quand on est québécois et qu'on arrive en France. Ça n'arbitre pas pareil, les autres joueurs n'arbitrent pas pareil. C'est difficile. Ça a été difficile pour vous, Hugo? Oui, ça a été très difficile. Et puis je pense que mon classement au niveau des joueurs pénalisés le démontre aussi. Je crois que je suis le 3e joueur le plus puni de l'équipe, peut-être 4e dans la Ligue. Donc, je crois que vous êtes un peu plus loin, vous êtes à la 8e place. 8e, j'ai descendu. J'étais 5e, je pense, à un moment. Mais oui, évidemment, oui, c'est difficile. Comme j'ai dit, c'est un ajustement. Puis un match par semaine, c'est pas évident. Tu manques un petit peu de repères. Mais je pense que dernièrement, pour moi, ça s'est très bien
très bien passé. Bon, en tout cas, il en faudra de l'agressivité pour aborder les derniers matchs de cette saison régulière. Plus que 6 matchs jusqu'au play-off. Claude, c'est une période clé qui commence après ces 20 matchs. Cette dernière ligne droite, c'est le moment où on peut tout gagner, tout perdre? Ah, pour nous, on est déjà en play-off depuis la reprise, après notre petite coupure aux fêtes. Donc oui, pour nous, on est déjà en mode play-off, on est déjà en mode préparation. Donc on vit vraiment entraînement par entraînement où on se prépare pour chaque équipe qui est très différente. Oui, aujourd'hui, on est en mode play-off. On sait très bien qu'on doit, que chaque match est très important, chaque point est très important. Donc, non, pour nous, c'est pas nouveau. Après, juste peut-être pour revenir un petit peu sur l'agressivité ou sur les pénalités, je pense que une équipe comme la nôtre qui était bâtie comme ça, on savait que c'était des passages obligés. Et quand le dosage pour moi aujourd'hui, le dosage il commence à être très bon. Donc on est rendu vraiment là où on devait être. Et d'où l'intérêt d'organiser des réunions avec les arbitres aussi, comme vous le disiez en tout début d'émission. Voilà. Vivement cette réunion. Alors pour cette dernière période qui s'annonce beaucoup de tests à venir avec un déplacement à Nice, le 3e, la réception de Mulhouse, le 4e, que vous allez d'ailleurs affronter 2 fois en match en retard de la 11e journée de D1. Et puis il y aura Anglette, le leader, lors de l'avant-dernière journée. C'est un peu le money time que vous allez vivre finalement dans ces moments-là, Étienne. Oui, ben, je pense que ça tombe pas mal. Je pense que ça tombe bien aussi cette période-là, juste avant les playoffs. Ça va nous permettre d'augmenter notre niveau et d'être prêt pour le jour J quand les playoffs vont arriver. Alors en tout cas, cette série, ce sera un gros test pour la jeunesse des Corsaires, notamment car Claude... Avant le début de la saison, vous avez bâti une équipe très jeune. Et d'ailleurs, messieurs, vous en êtes l'exemple même, puisque vous, Hugo Laporte, vous avez 25 ans, Étienne Chapineau, vous avez 22 ans. Et puis, vous faites partie de ces 13 recrues nantaises. La moyenne d'âge de ce recrutement, c'est 22 ans seulement. Le doyen, si je puis dire, des transfiges, c'est Nick Prokov qui vient de fêter ses 27 ans. Comme quoi, c'est pas vieux du tout. Vous vous considérez comme une équipe jeune, plus jeune que la moyenne, peut-être, Étienne? Oui, quand on affronte d'autres équipes, on se rend compte qu'effectivement, il y a des joueurs dans d'autres équipes qui sont un peu plus vieux, des fois certains un peu plus expérimentés. Mais ça nous fait pas... Je trouve pas que ça nous fasse tant défaut que ça. Je trouve que cette jeunesse, ça apporte beaucoup de fougue sur la glace, de l'envie, et c'est un plus pour nous. Hugo Laporte, vous avez l'impression d'être un genou quand vous croisez les autres visages de D1 sur la glace? Quand je croise Cholet, oui. Le rival historique mais de non, Corsair. honnêtement, moi, je me considérais comme vieux, mais c'est vrai que quand on regarde ça de façon objective dans l'équipe, je suis assez jeune. Mais non, je crois que, comme Étienne l'a dit, ça apporte une dynamique très intéressante à notre équipe. J'ai pas l'impression de nous sentir plus jeunes que les autres équipes. Au contraire, peut-être juste, comme il a dit, un petit peu moins expérimentés, mais loin de là, comment je pourrais dire... Vous n'êtes pas une équipe de moussaillons. Non, c'est ça. C'est pas un désavantage pour nous. Ouais. Non, pas du tout. Et donc, Claude, c'est vous qui l'avez bâti, cette équipe. Moyenne d'âge de l'équipe, je crois, 24 ans, un tout petit peu plus. Pourquoi avoir fait ce choix de la jeunesse à l'intersaison? L'intersaison, on était surtout un tournant. Donc on avait eu quelques petits soucis de construction ou financiers un petit peu, qu'il fallait rebâtir un petit peu le budget. Donc bien sûr, par contre, aujourd'hui, oui, on a une équipe jeune, mais par contre qui est très mature. Vous parliez du budget, le budget qui a été baissé à l'intersaison. Qui avait été baissé, qui a été mis à la baisse. Et puis aujourd'hui, il a fallu reconstruire. Mais en prenant une équipe jeune, donc justement, on vise sur l'avenir. En prenant une équipe comme celle qu'on a, que je suis vraiment satisfait de tous les joueurs de A à Z. Et c'est une équipe d'avenir. C'est pas une équipe de location en fait qu'on a montée aujourd'hui. C'est pas une équipe on va aller chercher un gros ou quoi que ce soit, un gros joueur pour pouvoir. Non, pour moi aujourd'hui c'est une équipe d'avenir et qui sur les 2-3 prochaines années va faire très 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 mal. Ça coûte plus cher aussi de recruter des joueurs qui sont dans la force de l'âge, entre 29 et 32 ans, voire un peu plus. On peut jouer au hockey très longtemps. Ça coûte plus cher, forcément.
Mais faire le choix de la jeunesse, c'est autre chose finalement. Oui, après, comme je viens de dire, on y va en fait sur le long terme. Voilà. Aujourd'hui, on est reparti sur une autre vision. On est seulement au tout début, pour moi, d'une très très belle histoire de ce groupe. Alors Étienne Chapineau, vous faites partie de cette jeunesse nantaise et puis vous avez un bagage de sportif de très haut niveau dans le hockey sur glace, puisque l'année passée, vous jouiez à Gap, le champion de France en titre de Ligue Magnus. Vous avez pris part donc à la plus haute division du hockey sur glace français. Qu'est-ce qui vous a poussé à accepter l'offre de Nantes ? C'est moi. Moi, j'ai personnellement contacté Nantes pendant l'intersaison parce que j'avais besoin d'autre chose, de voir autre chose. J'avais pris certaines compétences en Magnus, mais pas assez de temps de jeu. Et donc, c'est ce que j'étais venu chercher pour prendre plus justement de l'expérience. Donc concrètement, c'était du temps de jeu que vous veniez chercher ? Du temps de jeu et de l'expérience, voilà, de savoir gérer ces matchs-là sur 60 minutes, avoir un rôle dans l'équipe. Gap comptait sur vous pour cette saison ? Non. D'accord. Donc vraiment, c'était pour rebondir, quoi. Voilà. D'accord. Hugo Laporte, de votre côté, comment ça s'est passé à l'intersaison ? Comment est-ce que le contact s'est fait entre vous et le club ? En fait, c'est Claude qui m'a approché. Moi, je terminais mon stage universitaire, j'avais mon diplôme et tout, et puis j'étais à me questionner qu'est-ce que j'allais faire. J'étais indécis, puis Claude m'a approché. Je connaissais aussi Hubert Genet, qui était venu, qui a joué ici à Nantes. Je connaissais Patrick Prokop déjà, donc j'ai pu me faire une bonne idée. Puis je ne cacherai pas que ça avait toujours été une option pour moi de venir jouer en Europe. Donc c'était vraiment réaliser un rêve, en fait, de pouvoir venir ici puis d'avoir la chance de venir jouer au hockey en France. Claude, qu'est-ce que vous dites aux jeunes joueurs pour les convaincre de signer à Nantes ? Quel projet vous leur présentez ? C'est sûr que l'an dernier, c'était un peu délicat de proposer un projet quand on était parti de la 6e place, 4e place, et puis après une petite baisse. Donc, après, ça a été surtout dans la même... qu'est-ce qu'il vient de dire, Étienne ? C'est-à-dire dans une... je te donne les clés pour avoir du temps de jeu. Après, c'est à toi... Ça te fera prendre la bonne, quoi. Donc voilà, après, c'est un oui, Nantes, bien sûr, on peut dire que Nantes, ça attire, peut-être. Sauf que si ça attire, c'est parce qu'il y a quand même aussi une certaine exigence. Aujourd'hui, Nantes est regardée. Nantes, si on voit l'équipe de Caen qui vient de nous battre, mais ils étaient super heureux. Pourtant, c'est une équipe qui descend de Magnus. Donc nous, on est à notre 3e année seulement en D1. Donc c'est sûr qu'il y a une certaine exigence aussi à Nantes. Nantes est regardée, donc on doit être à la hauteur. Donc après, oui, il y a des discours, mais après, c'est un discours, j'ai envie de dire, on ne cache rien. Donc, tu mérites, tu joues. Étienne, vous vous projetez sur le long terme avec le club de Nantes ? Oui, j'aimerais. Au vu de cette saison, pour l'instant, c'est plutôt bien parti. Et puis, c'est quelque chose qui me ferait plaisir, oui, de continuer l'aventure avec les Corsaires. Oui. Donc à l'intersaison, Claude, vous avez recruté 5 joueurs issus du Canada, 5 joueurs canadiens. Donc Hugo Laporte, on l'a dit, vous êtes l'un d'entre eux. L'année dernière, vous étiez encore à Montréal, à l'université de McGill. On va voir d'ailleurs quelques images de votre ancienne équipe. Ça, ce sont des locaux, une salle que vous connaissez très très bien, pour y avoir joué pendant 4 ans. Oui. Tout à l'heure, vous disiez que vous aviez une forte envie de jouer en Europe. C'est un passage obligé pour un joueur nord-américain qui n'a pas été drafté en Ligue nord-américaine. C'est un passage obligé, l'Europe ? Non, je pense que c'est un choix. C'est pas tout le monde qui veut en fait partir de chez eux parce que pour tous les joueurs juniors, justement, ils ont vécu le fait d'être loin de la maison, loin des amis, loin de la famille. Et puis c'est sûr que l'Europe, c'est de continuer cette espèce de routine-là. Donc, il y en a qui se tournent plus justement vers une vie établie. On sort, comme moi, je sortais universitaire, j'avais mon diplôme, j'aurais pu tout de suite être embauché. Donc, il y en a beaucoup qui, justement, eux autres préfèrent... Ils en ont assez du hockey, donc ils préfèrent changer leur vie et puis carrément s'établir. Moi, j'avais envie de continuer à jouer au hockey le plus longtemps possible. Donc, pour moi, c'est un passage obligé, je dois l'avouer. Est-ce que vous voyez cette expérience comme aussi un tremplin vers la Ligue Magnus, le top niveau ? Si ce n'est pas avec Nantes, ce sera peut-être avec une autre équipe ? Moi, mon objectif serait de rester à Nantes. J'aime bien, pour l'instant, j'aime bien la D1, j'aime bien l'endroit. Pour moi, la qualité de vie est plus importante que de dire que je joue à Magnus dans une ville qui est moins attrayante. Je vois plus pour les conditions
mes conditions de vie, en fait, mon bien-être, que seulement pouvoir dire que je joue en Magnus. Et ces transferts peuvent aussi se faire dans l'autre sens. Est-ce que vous, Étienne, vous avez songé un jour à aller étudier dans une fac canadienne ou américaine pour aller tâter le niveau là-bas ou ouvrir d'autres horizons? Ouais, j'y ai pensé, mais c'est vrai que c'est pas facile d'aller jouer là-bas pour des joueurs français. Il faut avoir un très bon niveau, parce que c'est vrai que là-bas, il y a un très bon niveau. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui est assez compliqué. Et puis il y a aussi la question des dimensions des patinoires qui pose problème aux joueurs canadiens. Gabriel O'Connor, il y a quelques mois, sur ce même plateau, avait dit que ça lui avait posé de grands soucis lors de son arrivée à Nantes. Est-ce que pour vous aussi, Hugo, c'est un vrai souci d'adaptation, ces tailles plus petites Oui, je dirais pas un souci, mais oui, une adaptation. Moi, en fait, je suis un bon patineur. J'aime bien les grandes glaces. Ça donne un peu plus de temps, surtout en tant que défenseur. Mais il y a d'autres joueurs qui préfèrent justement une petite glace, une petite surface, où est-ce que ça frappe plus, le jeu est beaucoup plus rapide. Mais je pourrais pas nier qu'il y a une adaptation à faire, mais moi, j'apprécie beaucoup le fait que la glace soit plus grande. Et ça joue profondément sur votre jeu, justement. Oui. On doit modifier profondément son jeu quand on arrive en Oui, France. parce que j'ai l'habitude d'avoir beaucoup moins de temps avec la rondelle, donc tu précipites un peu tes jeux, ce qui est en fait pas très bon. Donc si tu as plus de temps, mais ça te permet de prendre des meilleures décisions, donc de faire un meilleur jeu sur une grande glace. Pour en revenir à ces transferts franco-canadiens, franco-québécois, comment est-ce qu'on fait fonctionner ces réseaux-là? C'est vous, Claude, qui contactez ces jeunes joueurs? C'est l'inverse? Comment ça se passe? Bah après, ouais, on a tous à peu près les mêmes listes. Mais bon, moi, j'essaie toujours de faire un petit peu ce que les autres ne font pas. Parce que sinon, tu as tous les entraîneurs qui appellent les mêmes joueurs. Ces listes, elles sont formées comment, en fait? Ouais, mais il y a des agents qui nous envoient des... Bon, après, voilà. Après, c'est surtout par rapport à tes affinités, par rapport à tes connaissances. Moi, j'ai beaucoup de connaissances, surtout au Québec. Donc, c'est plus facile pour moi pour prendre des Québécois. Bien sûr, si je voulais avoir un joueur de la République tchèque, ça serait un petit peu plus compliqué. Mais donc voilà, ensuite pour les Français, après c'est plus aussi un profil de joueur que voilà, après tu lances des perches, tu l'appelles et puis on va voir s'il est disponible ou pas. Donc ce sont vraiment les contacts personnels que vous faites jouer? Pour moi, je pense que c'est personnel. Je pense que j'ai la chance d'être entraîneur et de choisir mes joueurs. Ça, je pense que maintenant j'y ai goûté et ça ne changera pas. Voilà, parce que je trouve que tu donnes ton identité en tant qu'entraîneur et ce n'est pas un manager qui choisit tes joueurs. Alors par exemple, un joueur comme Karl Léveillé qui joue à Caen actuellement et qui a seulement 21 ans et qui est meilleur buteur actuel de D1 avec 22 buts, il était sur vos tablettes avant le début de la saison? Il était déjà parti depuis longtemps, donc d'une manière ou d'une autre, voilà. Après, voilà, c'est sûr qu'il y a beaucoup d'équipes qui l'ont appelé et j'imagine que financièrement, je pense qu'il ne rentrait pas dans les clous. Et l'autre solution pour un manager de renforcer son équipe et de recruter, c'est aussi de se tourner vers le centre de formation du club. Plusieurs joueurs à Nantes sont issus du CRU. Je pense notamment à l'attaquant Nicolas Ledren qui a commencé à jouer ado au club. Il y avait Rémi Perronard aussi qui est arrivé à Nantes dans les catégories de jeunes. Est-ce que vous, Claude, à l'heure actuelle, vous avez un œil sur ces catégories de jeunes pour voir peut-être émerger quelques joueurs? On a commencé un petit peu à regarder sur les U18. Donc, bien sûr, la marche est quand même très, très, très haute entre les U18 et puis la Ligue Magnus. La D1, pardon, excusez-moi, ça on en parlera après. Exactement. Mais bon, c'est sûr que oui, on regarde, mais je pense qu'il faut regarder encore beaucoup plus bas. C'est du côté de la préformation. Voilà, alors, tout à fait. Ouais, il y a un très très gros travail du responsable mineur et qui là en ce moment ça commence à pousser et oui, on commence à regarder. Donc c'est à partir de quel âge qu'on commence à scruter ces petits jeunes? Non, mais après on ne peut pas dire vraiment déjà parce que là on peut rentrer dans les débats comme au foot là. Mais c'est sûr que bon, c'est compliqué un petit peu. Tu as des U18 à Nantes, mais nos meilleurs, ils s'en vont ailleurs aussi. Donc, bien sûr, ils vont se former peut-être, et puis après, ils reviennent par la suite, parce qu'aujourd'hui, l'homogénéité, en fait, de nos petites catégories, les U18, tout ça, bon, aujourd'hui, ils sont à un très, très bon niveau, mais on voit qu'ils commencent à manquer d'effectifs en fin de saison pour les phases qualificatives. Donc, c'est vrai que c'est un petit peu délicat. Mais non, mais ça va venir. Je pense qu'il y a beaucoup de très très bon travail de la part de responsables mineurs. Ouais.
Et vous-même, messieurs, en tant que joueurs, vous êtes en contact avec ces jeunes des U18, U22, vous échangez avec eux, vous êtes peut-être en charge d'équipe au club, comment ça se passe? Non, moi, j'ai pas eu la chance, mais on en a rencontré deux, trois qui sont venus pratiquer avec nous. Donc, on a eu la chance un petit peu d'échanger, puis ça leur a donné une bonne idée de ce qu'était le niveau. Et je pense que c'était une belle expérience. Puis, je pense que c'est quelque chose qu'on devrait penser à refaire, justement, d'en amener avec nous, surtout quand on a des joueurs qui ne sont pas disponibles, que ce soit à cause d'une blessure ou d'un emploi, s'ils peuvent venir avoir un petit entraînement avec notre niveau, justement pour se donner une idée, puis peut-être aussi jauger où est-ce qu'ils en sont rendus dans leur carrière, dans leur développement. Je pense que c'est quelque chose qui pourrait être très bien à refaire. Étienne, vous qui avez un bagage Ligue Magnus, est-ce que vous échangez avec ces jeunes joueurs? Non, on m'avait proposé en début de saison d'aider à entraîner les jeunes. Mais bon, du fait de mes études en parallèle, je pouvais pas concilier les deux. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui me plairait d'apporter et de pouvoir communiquer avec eux. Parce que j'ai le souvenir que moi, justement, quand j'étais jeune, d'autres joueurs de l'équipe senior, justement, montaient sur la glace avec nous. Et c'est aussi ça qui nous donnait envie de continuer, quoi. Donc on va continuer à les observer, ces petits jeunes des Corsaires de Nantes, en espérant qu'ils viennent renforcer l'équipe dans les années à venir. Je vous propose de passer au troisième chapitre de cette émission, car il y a quelques années, le club affichait de grandes ambitions, de très grandes ambitions, même avec un grand objectif, décrocher une promotion en Ligue Magnus à l'horizon 2018. Depuis, les Corsaires ont décidé de se laisser un peu plus de temps pour grandir sereinement. En tout cas, depuis la montée en Division 1, en 2013, il y a eu une progression des résultats, on va le voir. La première saison du retour en D1 s'est terminée sur une 9e place, synonyme de maintien. Puis l'année passée, vous avez retrouvé les playoffs en finissant 4e de D1 avant de chuter en quart de finale face à Reims. Claude Devez, vous entraînez l'équipe depuis 2010. Où en sont les Corsaires de Nantes sportivement? Est-ce que le club est en train de changer de statut? Est-ce qu'il a déjà changé de statut avec cette promotion en Division 1? Où on en est? Non, le club n'a pas changé de statut. Après, je pense que le club a réduit la voilure, parce que maintenant, il faut savoir que l'an prochain, il y a 2 équipes de Magnus qui descendent en première division. Donc, le niveau de la D1 va être encore très, très, très élevé. Donc, pour monter en Magnus, avec toutes les procédures pour monter en Magnus, c'est très délicat. Ça va être très compliqué. Non, pour moi, aujourd'hui, la priorité, c'est de se stabiliser et de continuer en fait à maintenir que Nantes est une place forte en D1. Et puis après, on verra par la suite. Donc s'installer. Bon, ce troisième chapitre, il aura été très court. Vous m'en excuserez. En tout cas, c'est déjà la fin de cette émission. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir été avec nous sur ce plateau. On rappelle le prochain rendez-vous des Corsaires, ce sera samedi prochain chez le 3e de D1 Nice. Toutes les infos sont sur le site corsairesdenantes.fr pour les infos, l'actualité autour du club et la billetterie. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci également à Eric, Julien et Thomas qui étaient en régie pour réaliser ce Fou de Sport. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour un nouveau numéro. Salut à tous.